Alors imaginez, depuis des années, la Banque centrale imprime des billets comme si c'était des blagues carambars pour satisfaire les besoins d'un État qui a décidé de donner de l'argent à tout le monde et d'être extrêmement expansionniste. Et puis tout d'un coup, il y a un choc pétrolier. Le prix du baril de pétrole explose et les matières premières commencent à avoir des prix qui augmentent très rapidement. Du coup, la population demande à son tour à ce qu'on augmente ses salaires et les syndicats font pression sur l'État pour que les salaires augmentent. Résultat, les salaires augmentent, venant augmenter encore l'inflation. Et petit à petit, cette inflation dépasse les 10% et puis elle se rapproche doucement des 14%. Ça ressemble un peu à ce qu'on vit actuellement, non? Eh bien pourtant, ce que je vais vous raconter, ça s'est passé dans les années 70. Et si je vous le raconte, c'est que ça ressemble énormément à ce qui se passe actuellement et que quelqu'un a trouvé la solution pour stopper l'inflation. Bonjour, je suis François Xavier et je vais vous parler de Paul Volcker et de la façon dont il a terrassé l'inflation dans les années 70. On parle d'inflation lorsque le prix des biens et des services augmente soudainement et violemment. Le phénomène provoque une chute brusque du pouvoir d'achat de la population. La cause principale de l'inflation aux US dans les années 70, ce sont les politiques d'argent facile de la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis. Un peu comme aujourd'hui avec la BCE et toujours la Réserve fédérale des États-Unis. Officiellement, la grande inflation qui a commencé à sévir en 1972 a été causée par une hausse rapide des prix du pétrole, des hommes d'affaires cupides et des leaders syndicaux véreux. Mais comme on va le voir, les hommes politiques et les preneurs de décision au niveau de la Fed ont été en fait au centre de cette catastrophe. Au cours de l'année électorale 1972, lorsque l'Amérique connaît une baisse du chômage, les chiffres montrent même que l'économie est en forte croissance. Le président républicain, Richard Nixon, sera alors réélu pour continuer son œuvre. Il était tout de même le président qui a réussi à battre la récession héritée de Lyndon Johnson. Mais curieusement, après sa réélection, le président Nixon continue à financer la guerre au Vietnam. Pourtant, il avait clairement été démontré que cette guerre était à l'origine de la récession survenue sous Lyndon Johnson. Le Congrès à majorité démocrate aurait pu s'y opposer, mais il laisse faire. Voilà la première erreur de Nixon, c'est-à-dire continuer à gaspiller l'argent des Américains dans la guerre. De l'argent dépensé inutilement dans une guerre. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Nixon étonnera ensuite par ses pratiques économiques douteuses. Alors qu'on le pensait conservateur, il s'avérera qu'il est keynésien. John Maynard Keynes était un économiste britannique influent des années 1930-1940. J'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets ici dans un coin de la vidéo. Il préconise des mesures révolutionnaires. Par exemple, il pensait que les gouvernements devraient utiliser les politiques anticycliques en période difficile, en accusant des déficits pendant les récessions et les dépressions. Richard Nixon enchaîne les mauvaises décisions en rampant le dernier lien qu'il y a entre le dollar américain et l'or. Cette démarche, que personne ne comprend jusqu'à présent, a pour effet de transformer le dollar en une monnaie fiduciaire. La suite logique, c'est que le dollar a été dévalué. Et du coup, des millions d'étrangers détenant du dollar, y compris les pétromonarchies du Moyen-Orient, ont vu la valeur de leurs biens diminuer. Jusqu'à présent, on aurait pu comprendre le président, car il était un homme politique, prenant des décisions politiques pour le bien-être de son peuple. Mais la situation devient incontrôlable lorsqu'il s'attaque à l'institution technique de la gestion de l'argent des Américains, la Fed. Nixon a besoin que la Fed fasse tout comme il veut. The time has come for a new economic policy for the United States. Il commence donc par renvoyer son président, William McKinley Martin, et le remplace par Arthur Burns, un conseiller présidentiel. Voyons, un ancien conseiller présidentiel ou un ancien ministre des Finances qui est nommé à la tête d'une banque centrale. Décidément, ça me rappelle quelque chose. Pas vous? Bref, nous sommes en 1970. Rappelons que l'inflation telle qu'on la connaît n'est pas encore perceptible et que Nixon est occupé à combattre la récession. La Fed agit positivement sur l'économie américaine en mettant sur pied des politiques monétaires pour favoriser la croissance tout en gardant un taux d'inflation dans des proportions raisonnables. Inflation is our friend.
Mais Nixon va violer ce principe en ordonnant à son homme de main à la Fed de baisser considérablement les taux d'intérêt afin que les Américains puissent facilement prêter de l'argent. Une banque centrale qui baisse ses taux d'intérêt de manière extrêmement forte. Ah, décidément, ça me rappelle quelque chose. L'objectif, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat de la population et par ricochet de booster la croissance et de faire baisser le chômage. Seulement voilà, Arthur Burns et Richard Nixon vont apprendre à leurs dépens qu'il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique. Rien de ce que les deux complices avaient planifié ne s'est produit. Au lieu de cela, le pouvoir d'achat s'est effondré davantage. Ce qui était d'abord une récession est devenu une récession et une terrible inflation. Plus tard, Nixon sera poussé à la démission à cause du scandale du Watergate. Il avait tenté d'espionner le Parti démocrate. Nous sommes en 1974 et la crise qu'il a contribué à créer écrase les Américains. Alors, pourquoi la Banque centrale a-t-elle laissé faire ? Eh bien, la Fed, c'est un organisme technique qui est censé agir au mieux de la stabilité de l'économie. Alors pourquoi n'a-t-elle rien fait alors que c'était évident que le pays allait droit dans le mur ? Le problème, bien sûr, vient du leadership. Nixon a placé à la tête de cette institution très stratégique Arthur Burns, un homme qui lui obéirait sans broncher. Il sera d'ailleurs révélé plus tard que Nixon mettait une pression énorme sur Burns. Dans son livre Secrets of the Temple, How a Federal Reserve Runs the Country, comment la réserve fédérale ruine le pays, William Gribber affirme que Nixon aurait dit « On peut accepter l'inflation si nécessaire, mais nous n'accepterons pas le chômage ». Et finalement, ils finiront par avoir les deux, et dans des proportions démesurées. L'Open Market Committee, un organe de la Fed en charge de la politique de la création monétaire, va mettre sur pied des mécanismes permettant aux Américains d'emprunter de l'argent très facilement. Et surtout, à un taux d'intérêt presque nul. Décidément, cette histoire me rappelle quelque chose. Cette décision n'avait rien de technique. Elle venait d'un président qui ne savait pas très bien ce qu'il faisait. Et elle a été mise sur pied par une Fed dirigée par des gens qui sont plus soucieux de leur propre poste que du bien-être de la population. La stratégie du président Nixon fonctionne juste le temps pour lui d'être réélu à la tête du pays de l'oncle Sam. Et là, dites-moi si ça vous rappelle vraiment pas quelque chose. Comme on dit plus haut, le chômage va baisser et l'économie va connaître une croissance appréciée des Américains. D'ailleurs, Nixon va gagner l'élection cette année, en 1972, en rapportant 49 États sur les 50 que comptaient les USA à l'époque. On n'avait même pas encore terminé de fêter la victoire de Nixon que les chiffres sur l'inflation s'envolaient déjà. Arthur Burns, encore président de la Fed, lance l'alerte. L'inflation a doublé pour atteindre 8,8%. Nous sommes en 1973. Ce chiffre, il ne baissera plus jamais et il ira jusqu'à 14% en 1980. À ce moment, tout le monde a en tête l'image de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, au moment où il fallait une brouette d'argent pour aller acheter une baguette de pain. Heureusement, un homme va arriver comme un messie pour sauver la grande Amérique de sa grande inflation, non sans douleur. Et là, vous allez peut-être avoir la seule solution qui s'offre à nous pour sortir de cette inflation qui est en train de nous gangréner. La solution, Paul Volcker. Face à l'incapacité d'Arthur Burns de stopper l'inflation, Paul Volcker va être nommé à sa place. Ce dernier y comprend que l'inflation n'est pas la faute des pays pétroliers du Golfe, comme on le prétend. Il sait que ce n'est pas un problème lié au pétrole. Il sait que ce sont les mauvaises politiques monétaires de la Fed qui sont la cause principale de l'inflation. Et il va donc travailler dessus en imposant un régime douloureux à la population américaine. Paul Volcker, un homme qui appréciait particulièrement les cigares, va imposer une solide répression sur l'économie américaine en augmentant les taux d'intérêt à 20%. Un tel taux d'intérêt signifie que les gens vont y penser à 2 fois avant d'emprunter. Et donc, ça ralentit l'économie et ça augmente le chômage. C'est une mesure très douloureuse pour les Américains qui sont habitués à prendre un crédit pour dépenser comme ils veulent. Seulement voilà, la méthode Paul Volcker va marcher. De 14% en 1980, l'inflation passe à seulement 3% en 1983. En resserrant la politique monétaire, le nouveau président de la Fed prend une décision salvatrice pour son pays, même si elle n'était pas très populaire à l'époque. Mais dans les moments difficiles, on a besoin d'hommes qui aient le courage de faire ce qui est nécessaire. La grande inflation avait été causée majoritairement
par la dépréciation du dollar, la volonté de Nixon de combattre le chômage en augmentant l'inflation et, dans une moindre mesure, par les deux chocs pétroliers. Ironiquement, Paul Volcker a appliqué la seule méthode qu'on disait ne pas être du ressort de la Fed, c'est-à-dire provoquer une hausse considérable du chômage. Et là où on comprend bien que les prix du pétrole n'étaient pas pour grand-chose dans l'inflation, c'est qu'elle a été résolue sans qu'on ait besoin de s'attaquer à ces prix-là. Aujourd'hui, on nous dit que l'inflation est causée par le Covid-19 ou par le conflit armé en Ukraine ou encore par l'augmentation des matières premières, dont le pétrole. Et du coup, la Fed, comme la BCE, hésite à appliquer la méthode Volcker. En fait, ils estiment que le contexte est très différent. Mais je pense qu'ils se trompent. Comme dans les années 70-80, le problème, c'est les centaines de milliards d'euros et de dollars qu'on a imprimés depuis des années pour faciliter la vie des gouvernements. Alors, la solution Paul Volcker, elle est douloureuse et c'est probablement pour ça que la BCE et la Fed hésitent encore à la mettre en place. Seulement, c'est la seule solution. La récession qui a été créée par la méthode utilisée par Paul Volcker, l'augmentation gigantesque des taux d'intérêt, elle a quand même détruit énormément d'entreprises qui ne pouvaient plus emprunter aux banques. Et par ricochet, elle a coûté leur emploi à près de 4 millions d'Américains. Seulement, l'avantage, c'était que depuis 40 ans, les États-Unis n'avaient plus connu un tel niveau d'inflation. C'est un mal terrible, mais qui avait permis après 40 années de bien. Alors de son côté, Arthur Burns n'a jamais reconnu sa responsabilité dans l'inflation des années 70 aux USA. Et Richard Nixon, quand il a écrit ses mémoires, n'en a pas parlé lui non plus. Pour ces deux hommes-là, c'est comme si elles n'avaient jamais existé. Et vous pouvez être certain que quand Christine Lagarde, la patronne de la BCE, ou Emmanuel Macron écriront leurs mémoires, jamais ils ne diront être responsables de l'inflation que nous avons vécue. Mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez, comme moi, que les banques centrales et les dirigeants comme Joe Biden ou Emmanuel Macron sont totalement responsables de la période d'inflation que nous vivons? Ou est-ce que vous pensez que non, c'est vraiment la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix du pétrole qui sont la source de l'inflation? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne et je vous dis à très bientôt.